de ce jour. Ah oui. Vos retrouvailles. C'est un plaisir. Ce jour-là, sœur Micheline de Prémorel fête ses 100 ans à Douvres-la-Délivrande. La doyenne, bien Vous avez remarqué qu'elle prend de l'apéritif aujourd'hui. Elle a raison. il vous embrasse. Toute la communauté de la Vierge fidèle est réunie. Mais pas que. Mon frère Arthur, grand âge. Adrien Hostier a tenu à être présent lui aussi, pour sœur Micheline. Bravo! Parce que cette religieuse, rencontrée ici même 80 ans plus tôt, Regardez comme fait à jamais partie de son histoire et de celle de son frère, Arthur. Ah, et puis elle nous protège. Oui. Et il n'est pas venu les mains vides. Voilà. Voilà. On va inaugurer une pierre de mémoire, un texte de mémoire que Arthur et moi, Arthur aussi bien sûr, nous offrons à la communauté. Pour, je dirais, sans ambiguïté, éterniser cette époque. Pour que tous les gens qui viennent nombreux visiter la chapelle, qui ne vont que là, voient trace de cet événement et que les jeunes générations aient vraiment la transmission de ces mémoires. Vous allez pouvoir tirer sur l'étoffe, là. Attention, parce qu'elle est juste ici. par le haut si vous pouvez. Voilà. Deux enfants, Arthur 8 ans, grand A, Adrien 6 ans, petit a, furent confiés par leurs parents catholiques d'origine juive à la garde courageuse, bienveillante et affectueuse de la communauté de la Vierge fidèle de mars à septembre 1944. Reconnaissance éternelle, Arthur et Adrien Hostier, 1944-2024. Grand A, Petit A, Arthur Hostier, Adrien Hostier. Feuilleter l'album de leur enfance, c'est faire la connaissance de leurs parents, Paul et Louise, de leurs 3 frères aînés aussi, Jacques, Bernard et Étienne. C'est entrer dans la vie d'une famille juive qui, en 1940, se convertit par conviction au catholicisme, après avoir rencontré à Paris, Don Aubourg, un moine bénédictin. Et aussi parce que, avant l'armistice, Paul Hostier avait combattu aux côtés d'officiers catholiques très pieux. C'est retrouver Robert et Olga Zins, leurs grands-parents, dans le jardin de cette maison à Saint-Germain-en-Laye. Une maison où Adrien vit toujours 80 ans plus tard avec son épouse, Luce. Je suis moi-même né à Paris. Et on était des enfants du 16e arrondissement. Dès la fin 40, les réglementations et les lois anti-juives se déchaînent d'une manière, pour ma famille sans doute incroyable, ce qui fait que du jour au lendemain, ma famille, mon père s'est trouvé sans ressources et sans travail, et leurs affaires sont purement et simplement confisquées. Et mon père, qui était donc d'origine ingénieur puis financier, se transforme très rapidement à Saint-Germain en éleveur de lapins, de poules, et même nous avons une chèvre et des chevreaux pour vivre.
Les Juifs ne peuvent remplir les fonctions de directeur dans les entreprises bénéficiaires de concessions publiques. Les Juifs sont exclus du pouvoir et des assemblées élues. Et regardés comme Juifs, toute personne issue de 3 grands-parents de race. Les Juifs sont éliminés de tous les postes officiels et publics. Le nazisme et les lois anti-juives se foutaient éperdument que vous soyez français depuis longtemps, que vous soyez baptisé catholique, que vous soyez converti au protestantisme. C'était une horreur. Le fait d'être d'origine juive. Et voilà comment était l'étoile jaune. J'en ai encore un exemplaire et elle devait être obligatoirement cousue d'une manière visible sur les vêtements des enfants. C'est une relique, c'est notre histoire, c'est l'histoire. Et ça a été porté par des gens de ma famille. Bien après la guerre, enfin plusieurs années, dans les 50, je parlais de tels cousins dont j'avais entendu parler, qui avaient été des cousins un peu éloignés, et qui avaient été des compagnons de jeunesse de maman, et qui m'avaient dit « Oh, ne m'en parle pas. Je ne veux pas, ça me fait trop de peine. Ça me fait trop de peine. Je ne veux pas en parler. » Ces membres de la famille, dont Louise Hostier ne veut pas parler à Adrien, ils sont là, sur le mur des noms au mémorial de la Shoah à Paris, parmi ceux de 76 000 juifs déportés de France. Richard Bruckner est son cousin. Il habite la maison juste à côté de la sienne, à Saint-Germain-en-Laye. Arrêté en février 1943, c'est ici, dans le camp de transit de Drancy, qu'il est interné avant un voyage sans retour pour le camp d'extermination de Lublin-Majdanek. Drancy, c'est dans cette antichambre de la mort qu'est également détenu Georges Bodenheimer, l'oncle d'Adrien. Il y reste 17 mois, dans des conditions épouvantables. Jusqu'à sa déportation en 1944 à Auschwitz, où il est assassiné, avec plus d'1 million de juifs. Robert Zins, son grand-père, arrêté lors de la rafle des notables, décède de faiblesse quelques mois plus tard en pleine rue, des suites de son internement. Même s'ils ignorent alors le sort final réservé à ces membres de leur famille, les parents d'Adrien savent que le filet se resserre d'une manière effroyable. Dès lors, une seule chose compte pour eux. En début 1944, l'atmosphère et l'ambiance est tellement dangereuse pour ma famille que mes parents décident, après avoir expédié déjà en 1941 en pension en Bretagne les 3 aînés, de se séparer des 2 suivants. Mon frère Arthur, qui a 8 ans, et moi, pas encore 6 ans, pour nous mettre à l'abri. C'est fait par l'intermédiaire d'un grand ami de la famille, Don Aubourg, très lié avec une communauté que l'on appelait à l'époque la Vierge fidèle à la délivrance. Il obtient de la communauté qu'elle nous accueille, j'allais dire, à bras ouverts et sans poser de questions. Mon révérend-père, sauf imprévu, je pense pouvoir faire l'expédition samedi matin. C'est une de nos amies qui veut bien faire le nécessaire jusqu'à Caen. Grâce à vous, tout sera pour le mieux. Vous voyez, on ne nous nomme pas parce que c'est trop dangereux et trop indicatif. Donc on parle d'une expédition, d'un paquet. Et puis on ne cite pas non plus le nom de qui que ce soit. L'expédition a lieu le 22 mars 1944. Si on les interroge,
Les deux frères doivent dire que c'est leur tante Marie-Louise qui les accompagne. Dès leur arrivée à Caen, une religieuse les conduit à la Vierge Fidèle, une imposante bâtisse qui abrite un pensionnat de jeunes filles et un orphelinat. Pour les protéger, Arthur y devient grand A, Adrien petit A. Mais cela, Louise Hostier ne le sait pas encore. Elle doit encore vivre une semaine d'angoisse avant que le courrier tant attendu de Don Aubourg lui parvienne. Et sans tarder, elle lui répond. Le 29 mars 1944. Mon révérend père, nous avons bien reçu votre lettre. Depuis, je sais mes colis bien arrivés. Demain, l'on me dira s'ils ont été bien déballés. Ce déballage, comme l'écrit Louise Hostier, ce sont les sœurs qui l'effectuent. En cette année 1944, elles sont une soixantaine à vivre dans la communauté. La plupart à prononcer ces vœux perpétuels. D'autres, reconnaissables à leur voile blanc, sont novices. Sœur Micheline est l'une d'elles. Elle a 20 ans. Et 80 ans plus tard, elle n'a rien oublié. On a eu 2 petits garçons, 7 et 10 ans ou quelque chose comme ça. C'est Arthur et Adrien. On ne nous a jamais dit qu'ils étaient juifs, parce qu'il fallait personne ne sache si les Allemands nous questionnaient. Hein. Il y avait que la supérieure générale qui le savait. Comme on avait... nous nous occupions d'enfants, normalement, personne ne s'est occupé de savoir qui étaient ces enfants. Pour moi, elles ont sûrement pris des risques. Elles ont certainement pris des risques parce que, de toute façon, les Allemands étaient dans Douvres la délivrande. Les Allemands y étaient. Ces sœurs que l'on appelait des mères à ce moment-là, mères et sœurs de la Vierge Fidèle, étaient incroyables. Mais pour ma part personnelle, je ne me posais pas de questions. Je voulais absolument que Adrien me suive tout le temps. Il fallait être toujours ensemble. D'avoir été responsable de mon petit frère, c'est parce que maman m'avait dit « prends soin de lui », probablement. Et donc j'ai pris soin de lui. J'ai des souvenirs extraordinaires de la Vierge Fidèle où on était si bien entourés, on était dans un cocon et on n'a manqué de rien. J'ai pas de souvenir d'avoir manqué de quoi que ce soit, à tout point de vue. Il faut quand même se rappeler qu'à la Vierge Fidèle, il y avait une ferme et qu'ils vivaient eux-mêmes sur la ferme. Il y avait des vaches, il y avait donc du lait, il y avait du beurre. C'était une ferme. Ben oui, ça c'est la grotte et je me souviens qu'il y avait toujours des grands défilés au moment de l'Annonciation, au moment de grandes fêtes. Et quand l'on allait dans la grotte, je m'en souviens très 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 bien. Les obsèques de la reine Élisabeth, c'était majestueux, c'était une cérémonie, un cérémonial extraordinaire. Mais les sœurs et les mères de la Vierge Fidèle, dans un autre contexte, c'était pareil. C'était très impressionnant, très impressionnant. Naturellement, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'est très impressionnant, mais cela n'est pas offert à tous les regards. Car la communauté de la Vierge Fidèle à cette époque, c'est un ordre semi-cloîtré, où l'on vit sans radio, sans journaux. On ne sortait pas du tout. Et surtout, les jeunes ne sortaient pas. Vous savez, on n'avait pas envie de rencontrer des Allemands. Et alors un jour, il y a un Allemand, je crois, qui vient et qui demande... On avait envoyé la
la directrice qui était d'origine de Lorraine ou d'Alsace, je ne sais plus, enfin qui parlait bien l'allemand. Et alors, elle leur dit, oh oui, vous pouvez visiter partout, faites tout ce que vous voulez. Mais faites attention parce qu'il y a tel microbe, vous savez, chose qui va dans la gorge, et qui vraiment, c'est dangereux, mais je ne sais plus ce que c'était exactement. Il est parti, je crois qu'ils étaient 2, ils étaient partis comme des rats. Ils ne sont plus jamais revenus. Ils avaient très peur des microbes. Cela fait longtemps maintenant que les soldats allemands sont partis. Plus aucune menace ne plane sur les religieuses, sur Petit A, sur Grand A. Mais la mémoire de cette période sombre imprègne toujours les bâtiments de la Vierge fidèle. Si aucune plaque extérieure n'évoque cette histoire, si les sœurs n'ont jamais mis en avant le rôle essentiel qu'elles ont joué, un lien très fort s'est noué entre elles et les 2 frères. Adrien est déjà revenu à plusieurs reprises avec son épouse. Mais aujourd'hui, c'est différent. Alors Adrien, tu reconnais ben les lieux de Bien sûr, je de reconnais. ton accueil d'enfance? Je reconnais. Nous sommes le 22 mars. Il y a 80 ans, jour pour jour, il franchissait pour la première fois les portes de la communauté. Venir ici, c'est toujours une très grosse émotion pour moi. J'ai toujours une très grosse émotion. Je sens que c'est une page totalement fondamentale de notre existence, parce que si on n'était pas venu ici, comme je l'ai déjà écrit, notre sort aurait pu être totalement différent. On ne peut pas l'inventer, on ne peut pas le reconstituer, mais il est probable qu'il aurait pu être beaucoup plus tragique, beaucoup plus tragique. C'est très difficile à savoir le premier souvenir. Je crois que le premier souvenir quand même, c'est d'avoir été reçu par la mère supérieure de l'époque, qui était très impressionnante. Très vite, elle nous a confié à cette sœur, que j'appelle toujours sœur Sainte-Blandine, en lui confiant la responsabilité de s'occuper de ses 2 enfants. L'accueil que nous avons reçu ici, dans la communauté, le choix par la mère supérieure de cette délicieuse seconde maman qui a été la sœur Sainte-Blandine, a contribué effectivement à nous donner un sentiment de sécurité et d'amour. Oui, Oui. Je dis toujours que la sœur Sainte-Blandine assouvissait sur nous ses instincts maternels. Je dois dire que moi, je ressens, je ne sais pas du tout si c'est avec la même force et densité qu'Adrien, mais on partage tous ces sentiments. Et moi, j'ai toujours été très, très touchée par cette histoire d'Adrien, de son frère, enfin de sa famille. Et donc, chaque fois qu'Adrien parle de ses chères sœurs ici et que j'entends sa voix vibrer, pour moi, ça me touche beaucoup. Voilà. Un passé, même lointain, qui redevient présent. Pouvoir extraordinaire d'un lieu, d'un mot, d'une photo, d'un visage aussi. Alors que sœur Sainte-Blandine n'est plus, c'est sœur Micheline qu'Adrien va voir en premier, comme pour retrouver une part vivante de son enfance. Et dès le premier regard, il a à nouveau 6 ans, et elle, 20 ans. Alors, sœur Micheline. Ça me fait plaisir de vous voir. Mais moi aussi. J'ai un si bon souvenir pour Voilà, vous, Bonjour, madame. sœur Michel. Et ça peut être très,
très savez- plaisir de vous voir Moi aussi, aujourd'hui. ça me fait plaisir. De vous Vraiment voir. très plaisir. Alors, sœur Micheline, ce que je veux vous dire, c'est que je vous trouve belle, ravissante et belle. Et je suis très... Avec toutes mes rides. Ah, ben elles sont ravissantes, vos rides. Elles sont pas profondes. Ah oui, et vous savez, les deux vous arbres sont- resterez dans mon cœur, et plus que dans mon cœur, on est là aussi de la part d'Arthur. Il faut vraiment le souligner. Ah oui. Et vraiment, il est désolé de ne pas être venu. bon, oui, Et il m'a bien je dit, regrette tu embrasseras toutes les sœurs, Oui. et en particulier sœur Micheline de ma part. Donc voilà, c'est fait. C'est un très très grand plaisir parce que ça me remet en mémoire tout ce que nous avons vécu à ce moment-là. Et j'avais rarement vu des enfants aussi bien élevés, aussi... Ah oui, je vous dis, moi, j'ai jamais pu les oublier parce que c'était des enfants, je veux dire, exceptionnels, vous savez. Enfin, ils arrivaient dans un endroit où ils ne connaissaient personne, ils n'ont jamais pleuré, ils n'ont jamais... se sont jamais mis en colère. Ils obéissaient quand on leur disait de faire quelque chose. Ils réclamaient rien. Enfin, c'était... On était très à l'aise, Lynn. Voilà. Je vous prends la main parce que ça me fait plaisir de vous retrouver. Et moi, alors aussi. Le fait de revoir sœur Micheline, c'est de toute façon une machine à remonter le temps. Mais en fait, alors, elle passe son temps à dire du bien de nous, enfants, qu'on était les plus sages, etc. Je pense qu'elle exagère un peu, mais je ne peux pas dire que ça ne fasse pas plaisir quand même. Enfin, c'est le destin qui fait que nous sommes les derniers survivants authentiques de cette époque. Et grâce à sœur Micheline, ces souvenirs sont très, très vivaces et très, très concrets. Ça, je me souviens qu'on était content de les avoir. Hein. Ça mettait quand même des jeunes parmi nous et il y en a plusieurs qui étaient contentes de s'en occuper. On nous faisait écrire des lettres à nos parents. Ah oui, Oui, des petites lettres que j'ai conservées parce que je les ai retrouvées. Cher papa et chère maman, j'espère que vous allez bien. Nous avons reçu hier votre lettre. Nous étions si contents que nous avons éclaté de rire. Je vous embrasse très très fort. Cette semaine, j'ai été habillée en bretonne. Ma toute chère petite maman, comme je deviens grand, moi aussi, je viens vous dire que nous avons bien reçu le colis et nous avons partagé le gâteau avec les élèves. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mon cher papa, ma chère maman, j'ai bien travaillé cette semaine. J'ai mérité la médaille. Vous serez bien content de voir que vos petits-enfants, ils ont bien grandi. Surtout Adrien qui a eu 6 ans aujourd'hui. Sœur Sainte Blandine se croit à la plage dans la chambre car nous lui rapportons du sable dans nos chaussures. Ici, c'était ce grand espace de verdure qui allait de là jusqu'aux façades des grands bâtiments. Cet espace de verdure était cloisonné en différentes cours. Et alors ces cours étaient des cours de récréation pour les pensionnaires, les jeunes filles, à l'époque, suivant leurs âges, j'imagine. Dansons la capucine, y'a pas de pain chez nous. Compte tenu de notre âge, ça nous semblait des terrains immenses et d'aller de là-bas jusqu'ici, ça me semblait déjà une grande aventure. Des monastères aujourd'hui, Oui, ça existe c'est- encore. oui, hein. oui, Ah oui, oui. on met ça. Oui. Alors Adrien, vous savez, j'ai essayé de trier ce qui pouvait le plus rejoindre l'expérience qui est la vôtre. Quand vous aviez 6 ans, en 1944, vous avez ce livre, c'est vraiment le répertoire L'histoire de la toutes les communauté. sœurs. Voilà. Alors, il y a des sœurs que vous aimeriez retrouver, Oui, je crois. oui. Votre mère adoptive,
La sœur Sainte-Blandine. Mère Sainte-Blandine, sœur Sainte-Blandine. Sœur Sainte-Blandine, mais Alors, elle est entrée au noviciat le 15 août 1931. Elle avait 22 ans. C'était une religieuse professe, comme on disait. Oui. Donc une femme, on va dire, à la vertu éprouvée, dont on savait qu'elle pourrait s'occuper de vous d'une façon à la fois affectueuse et solide. On ne pouvait pas faire meilleur choix de compréhension. Alors, cher monsieur, que je vous montre votre mère. Ah, ma chère sœur Sainte-Blandine. Sœur voilà. Sainte-Blandine. Oui. Adorable sœur Sainte-Blandine. Adorable sœur Sainte-Blandine. Regardez Oui, ça. alors ça, j'ai connu le Ça, vous cloître. avez connu. Ça, Le cloître. oui, alors, c'est celui que j'ai connu, bien sûr. Le jardin du Le cloître. jardin du cloître. J'ai Le connu, cloître ouais. existe encore. Il est devenu très sombre Oui, ben oui, parce c'est- qu'en fait, on l'a couvert. Oui, c'est ça, devenu un réfectoire. C'est une catastrophe. Oui, mais on a besoin de place Oui, pour mais- nourrir 500 élèves tous les jours. Ça, c'est une série de photos assez intéressante parce que dans ces albums, vous voyez beaucoup d'élèves de classe. C'est quelques semaines avant le débarquement. On pressentait qu'éventuellement, il pourrait se passer quelque chose. Et on faisait faire aux enfants, vous voyez, aux petites filles, des exercices d'évacuation. Alors, on avait indiqué aux élèves comment faire leur baluchon. Elles devaient utiliser la ceinture de leur uniforme pour faire tenir ensemble leur couverture et un paquet de vêtements. Et vous les voyez faire des exercices d'évacuation dans le parc. Alors ça rigole un peu parce que pour l'instant, elles ne pensent pas que ça va pouvoir se passer. C'est très touchant parce que ces petites jeunes filles qu'on voit ici en 1944, dans quelques semaines, elles vont rentrer dans leur famille. Il y en a quelques-unes qu'on ne reverra pas à la rentrée suivante parce qu'elles seront mortes pendant la bataille de Caen en particulier. Début mai, les bombardements sont de plus en plus fréquents. Le préfet du Calvados ferme alors les établissements scolaires situés en zone côtière. La Vierge fidèle en fait partie. Toutes les élèves rentrent donc dans leur famille. Enfin presque. Alors qu'ils risquent d'être arrêtés du jour au lendemain, que Saint-Germain-en-Laye subit des attaques répétées d'avions, les parents d'Arthur et Adrien pensent qu'ils sont malgré tout plus en sécurité chez les sœurs à Douvres-la-Délivrande. De mai à juin, à 6 juin, il n'y avait pas d'autres enfants. Donc il y avait des sœurs qui étaient affectées à l'école, qui m'ont fait faire des lignes d'écriture et des lectures et de l'arithmétique. Je ne savais pas pourquoi. Je croyais que c'était un problème de vacances et tout simplement la zone était interdite, avait été évacuée. Donc on s'est retrouvés uniquement dans cet univers de femmes. Objectivement, ça a été notre gloire. Mon frère et moi, on était les deux seuls enfants ici. Donc le dorlotage était intense. Bon. En ces premiers jours de juin, tout se présente donc bien pour Petit A et Grand A. Bien à l'abri derrière les murs de la Vierge fidèle, leur vie est réglée sur celle de la communauté. Quant à leurs parents, ils sont certains d'avoir fait le bon choix en y laissant leur colis. Sauf que parfois, les certitudes ne durent qu'un temps. Comment auraient-ils pu imaginer qu'en voulant les protéger, ils avaient placé Arthur et Adrien au cœur du plus grand événement de la Seconde Guerre mondiale? Que sur cette plage si calme, située à 3 kilomètres de la communauté, déferleraient bientôt des milliers de soldats alliés pour le débarquement. Ici, Blanc. Les sanglots longs des violons de l'automne. Laissons que... Le 5 juin, dans la nuit, on entendait, toute la nuit, on a entendu des bombardiers qui passaient. On était toutes descendues dans ce qui est devant la chapelle, parce que c'était assez grand et c'était assez solide, il paraît, comme bâtiment. Et alors, nous étions toutes là, en robe de chambre, sur des chaises. Et puis le matin, vers
5-6 heures du matin, les bombardiers ne passaient plus. Alors on a dit, écoutez, maintenant on peut retourner dans sa chambre. Et alors, ma fenêtre donnait sur le pensionnat. Mais de l'autre côté du couloir, les fenêtres donnaient sur la mer. Alors nous sommes allés voir ce qui se passait sur la mer. Et on a vu des bateaux, mais ça faisait comme un rideau de bateaux. J'ai ce souvenir que l'on est monté au grenier très tôt le matin. C'était très gris, il pleuvait, sans pleuvoir, c'était affreux, on ne voyait rien. La seule chose qu'on voyait, c'était des milliers de bateaux qui étaient à 3 ou 4 kilomètres de la délivrande. Et à partir de ce moment-là, oui, je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose. Barges approach shore ready for instant action. Some bearing artillery and rocket guns already opening fire. D'avoir peur, j'ai pas de souvenir. J'ai pas de souvenir. Est-ce que c'est parce que j'étais trop jeune, j'avais 8 ans, et que j'étais très bien... On était si bien entourés. Tous les bateaux de marine ont commencé à tirer de l'artillerie qui faisait un fracas épouvantable. Et c'est ce jour-là, il me semble, que toutes les fenêtres se sont ouvertes et que tous les carreaux ont commencé à dégringoler, en tout cas une grande partie des carreaux. Je pense qu'il y avait du verre partout. Mais le matin du 6 juin, j'ai un petit souvenir, je crois. C'est une sœur qui se promenait dans tous les couloirs habités avec une cloche à la main qui faisait descendre tout le monde en catastrophe dans les caves. Je crois qu'on avait compris que c'était un débarquement. On ne savait pas si c'était le débarquement, mais c'était tellement évident que la bataille, on ne disait pas le débarquement, on disait la bataille, je pense, avait commencé. The advance guard of freedom make their touchdown on the Normandy beaches just as the sun scatters the mists of early morning. The mighty naval bombardment has done well its job of paralyzing enemy batteries. On a entendu, si vous voulez, le débarquement. Et il y avait, comme les Allemands tiraient sur nous, on ne regardait plus aux fenêtres. En fin d'après-midi, je ne sais pas si c'était un Anglais ou un Américain, enfin un de ceux qui avaient débarqué, est arrivé par un trou qui avait été fait par une bombe dans le potager. Là. Et il était couvert de feuilles. Et il est arrivé nous dire, nous avons débarqué, nous sommes là, mais c'est très dangereux, ne sortez pas. Alors on est descendu. Et puis, il y a une sœur qui était partie chercher des matelas. Et il y a un obus qui est entré dans le réfectoire, qui a fait sauter toute la vaisselle, je crois, qui était juste sur le vaisselier. Et alors, bon, ben, on a dit, ça ne va pas, il faut aller plus ailleurs, parce que de ce côté-là, donc, c'est dangereux. Alors, nous sommes allés dans une grande pièce qui faisait une salle de récréation et puis, la nuit, on entendait des bombardements. Adrien, il faut vraiment que je vous montre ce document qui est formidable. C'est le plan
de l'organisation des matelas dans la salle de récréation, comme on l'appelait. Est-ce que dans ce papier manuscrit, vous retrouvez votre prénom et celui de votre frère? Ah, je vois Arthur. Ah. Arthur est là, près de la sœur Sainte-Blandine. Exact. Voilà. Ah ben, je suis en tête de l'autre colonne. Ça veut dire que vous êtes contre le mur. Oui, alors ça, Solange. je m'en souviens bien. Ah oui. Oui, je m'en souviens bien, oui. Regardez, Adrien, ce petit cahier manuscrit. C'est une sœur de chez nous qu'on appelait Mère Sainte-Jeanne d'Arc. Alors, je l'ai bien connue, je me souviens d'elle. Ah, voilà. Elle était une grande personne. Oui, oui. Elle écrivait le journal du débarquement. Ça, c'est formidable. Et donc, il y a un passage où elle parle de vous. Vous voulez le lire? Alors, le 16 juin, à la fin, la vie est désorganisée. Certaines font du raccommodage au grand réfectoire où l'on fait aussi les épluchages de légumes. Adrien s'y emploie activement. J'ai eu mon apprentissage de cuisinier. Douvres-la-Délivrande n'est libéré que le 7 juin 1944. 12 civils perdent la vie durant les combats. Mais pour Arthur, Adrien, les sœurs de la Vierge fidèle, la guerre ne s'arrête pas à ce moment-là, comme par miracle. Les jours suivants, les avions qui passent très bas en mitraillant, les bombes, les torpilles qui tombent, la DCA qui tire de tous côtés, ébranle sans cesse la terre. Rester dans la salle de récréation devient trop risqué. Les religieuses décident de se réfugier, la nuit, dans les anciens caveaux à vin jugés plus solides. C'est la première fois qu'Adrien y redescend depuis 80 ans. Et ce qui lui revient en premier, ce sont des voix. Avant l'extinction des feux, je pense qu'il y avait des prières, mais avant tout, tous les soirs, il y avait l'appel général. Alors ça, l'appel général, c'était rituel. C'était la mère supérieure, que nous appelions la bonne mère, qui était à la tête de tout le défilé. Les sœurs, les mères, avaient des noms de religieuses qui étaient à rallonge. C'était Mère, Sainte Mère de Jésus-Christ, Sœur Jésus de l'Eucharistie, c'était Sœur Bénédicte de la Bénédiction. C'était comme une litanie. Arthur et Adrien, nous étions naturellement sur nos matelas, sur nos lits. Et donc, à la fin de l'appel, il y avait grand A. C'était mon frère Arthur qui levait sa main et qui disait « présent ». Puis il y avait petit a, c'était moi, Adrien, qui levait la main et disait « présent ». Et voilà, c'était le rituel du soir. Et après, je crois que c'était l'extinction des feux. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois que la Mère supérieure, justement, les chants ou les jeux, vous salue Marie, bien sûr, en abondance, et la Mère était vraiment pour occuper le terrain et échapper à la peur. Que nous, enfants, nous ne ressentions pas vraiment. Mon frère était un peu plus âgé, était plus nerveux et on a dit que mon frère avait un sommeil plus agité. Moi, j'avais le sommeil d'un enfant bien heureux et je n'étais pas autrement troublé. Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours bien dormi. La seule chose que j'avais, je faisais souvent pipi au lit. Ça, j'avais ce souvenir. Et quand on était obligé de me changer de drap presque toutes les nuits. Sous votre garde, nous nous réfugions, Sainte Mère
On avait un sac avec un change de linge qui nous servait d'oreiller. Et puis, comme on était tout habillés, que c'était l'été, enfin, plus ou moins, je crois qu'on n'avait même pas de couverture, parce que à ce moment-là, on avait les grosses robes, les grandes robes qui allaient jusqu'en bas, qui étaient en laine. Alors, on dormait comme ça, sur le matelas, avec le sac en dessous de la tête. On essayait de dormir comme on pouvait, parce qu'on était fatigués à la fin. Vous savez, ça a duré assez longtemps. Et puis on était quand même... Les nerfs étaient un petit peu à vif, si vous voulez, d'entendre tous ces bombardements, d'être là-dessous. On se dit même, si je meurs, moi, j'ai pas peur de mourir. Si je meurs, je trouve Dieu que j'ai cherché toute ma vie. Alors, ça vaut la peine, non? Mais je n'arrive pas à mourir. Ne refusez pas la prière de vos enfants qui espèrent. La Vierge fidèle, ben oui, mais c'est notre patronne, première patronne de la maison. Ah, moi, ça, je pense qu'elle a dû faire quelque chose, oui. Parce que, bien sûr, on a vraiment été... On a eu de la chance pour ça. Aucune sœur n'a eu quelque chose. Si les sœurs n'ont rien eu, ce n'est pas le cas des soldats alliés. Très rapidement, les Anglais veulent monter un hôpital militaire dans le parc de la Vierge fidèle. Craignant une expulsion, la mère supérieure s'y oppose. En vain. Elle demande alors aux sœurs de ramasser les meubles de jardin, les outils de la serre, une aubaine pour les religieuses et les deux frères. C'est la première fois qu'ils peuvent mettre un pied dehors depuis le débarquement. Un jour, on nous a dit vous nous suivez, nous allons voir ceux qui nous ont sauvés, vous allez voir ceux qui ont débarqué. Il y a un camp de militaires et il y a des blessés et des non-blessés. Vous allez voir des soldats. Naturellement que ça nous a fait plaisir, très plaisir. Dans le fond là, du parc, derrière le mur, il y avait une très grande tente qui était ce qu'on appelait la tente de ressuscitation. C'était la tente où on amenait tous les blessés pour trier, pour voir où il fallait les envoyer, ce qu'il fallait faire. Il y a des religieuses qui allaient aider pour les soigner, à soigner les malades et tout ça. Moi, j'y allais pas, j'étais trop jeune, on avait pas envie de m'envoyer chez les soldats. Les soldats ne parlaient pas français et nous avions appris, mon frère et moi, à quelques mots d'anglais qu'on nous avait appris. Dire good morning et please et thank you, c'était rapporté gros parce qu'ils nous donnaient des friandises, des biscuits vitaminés, du chocolat qui avait un goût que je n'ai jamais retrouvé depuis, des chewing-gums. Et puis, mon frère, Arthur, qui était plus âgé, j'en suis sûr, a accepté des cigarettes. Il se débrouillait et il les fumait en cachette. Je sais qu'il les fumait dans les grottes par là. Je ne sais pas s'il a été surpris par des sœurs en train de fumer, mais ça, c'est resté légendaire chez nous, que mon frère a fumé ses premières cigarettes ici, quand il avait 8 ans. Nos clients d'outre-Manche sont généralement très polis. Les catholiques sont heureux de se déclarer et montrent leur chapelet qu'ils portent autour du cou, leur crucifix ou leur médaille. Quelquefois, ils nous en demandent, si bien qu'il y a désormais à la cordonnerie un dépôt d'objets pieux, plus ou moins hétéroclites, qui sont reçus avec reconnaissance. Les nurses trouvent bien gênant de ne pas savoir un mot de français et demandent humblement qu'on le leur enseigne. La cordonnerie
devient cette fois-ci la grande centrale anglo-française et à toute heure du jour, on peut voir des élèves d'outre-Manche vêtus de kaki des pieds à la tête, appliqués à prononcer « Je suis blonde, tu es petit ». Ces leçons n'engendrent pas la mélancolie et les difficultés de prononciation se résolvent généralement en fou rire. La seule sortie que nous avons connue, c'est d'aller à Caen avec les sœurs, voir la maison qui a été détruite, ou du moins l'église qui a été détruite à ce moment-là. Mais sinon, on ne sortait pas de la Vierge fidèle. We wanted him to fight here and to hold the battered ground because the future plans depended on him standing where he was. At Caen, the dust was diamonds. Every foot of ground was priceless. For by mid-most summer, Caen was to be the pivot of the war. Le souvenir qui m'a vraiment marqué et qui restera éternellement dans la vue, c'est ce ciboire où une hostie avait brûlé et complètement marqué l'intérieur du ciboire en or. C'est la chose qui m'a marqué. Caen is an important military objective because of the strategic position it occupies. Et la ville était en ruine, absolument en ruine. Et on traversait la ville sur une grande avenue qui avait été tellement détruite que cette voie qui existe toujours avait été tracée par les bulldozers américains, tout simplement pour faire passer leurs convois et leurs troupes au milieu des ruines. Au milieu des ruines. C'était comme au cinéma, comme on le voit au cinéma, la désolation absolument à droite et à gauche. Ça, c'était très impressionnant. Très impressionnant. Deux mois plus tard, c'est un autre film qui est projeté. Un film avec une fin heureuse, qui voit Adrien et Arthur retrouver après 6 mois de séparation leurs parents à la Vierge fidèle. Un film dans lequel ils rentrent chez eux, à Saint-Germain-en-Laye, pour y faire la connaissance de leur petite sœur, née au mois de juin, et reprendre une vie normale. De cette période tragique, subsistent aujourd'hui quelques stigmates à Douvres-la-Délivrande. Des traces, mémoire d'un passé qu'on ne veut plus jamais connaître. Celle de la Vierge fidèle se niche dans le cimetière des religieuses. Un crucifix en bronze, transpercé par un éclat d'obus, que les sœurs n'ont jamais restauré, pour ne pas oublier. D'autres lieux auraient pu afficher leurs stigmates. La chapelle, décorée par René Lalique, est l'un d'eux. Si ces blessures de guerre ont été effacées depuis, si le son des obus a cédé la place à d'autres harmonies, si on n'y parle plus de colis bien arrivés, elle reste pour sœur Micheline, Adrien et Arthur, le témoin de ces événements qui ont transformé à jamais leur vie. J'adore tous mes frères et sœurs, mais Adrien, pour moi, est quelque chose d'autre. J'ai passé des moments avec lui, donc forcément que ça crée des liens qui sont très attachants. On s'appelle au moins 2 fois par semaine, ou c'est lui ou c'est moi. On s'appelle pour se dire bonjour, pour dire comment ça va. Si je regarde le petit livre que la mère supérieure m'avait donné pour mes 8 ans, je le regarde. Ah oui, elle m'a donné ça le 4 août 1944 pour mes 8 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Des choses très marquantes. Ce qu'on fait à la religieuse, c'est beaucoup plus tard que j'ai compris le risque qu'elles avaient pris. C'est des choses que l'on ne peut pas oublier. C'est ce qui restera le plus ancré dans ma vie. Et c'est ce que je voudrais
essayer que ce souvenir se perpétue, mais le plus longtemps possible, même après mon départ. Même après mon départ. On a conscience dans le monde moderne, dans le monde actuel, dans le monde si incertain que nous vivons actuellement, que on peut se vacciner un jour contre le Covid, mais on ne peut jamais se vacciner contre la monstruosité, contre des courants d'une violence invraisemblable. Non, il n'y a pas de vaccin. Le seul vaccin, c'est la mémoire. La mémoire. Il faut garder la mémoire de ça pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas.